Dans ce chapitre, on va décrire un fluide de repos en s'intéressant à la pression et aux lois qui la régissent. Quand on pratique la plongée, il est nécessaire de bien comprendre le sens de ces lois pour éviter les accidents et intégrer les règles de sécurité. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un fluide? Un fluide, c'est un liquide ou un gaz. À l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, il n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient qu'il contient. En effet, à l'échelle microscopique cette fois, les entités qui le constituent sont mobiles et se déplacent les unes par rapport aux autres. On le voit sur ces schémas. À l'état solide, le glaçon ne prend pas la forme du récipient. À l'état liquide, l'eau va épouser la forme du récipient et présenter une surface libre. Et à l'état gazeux, la vapeur d'eau occupe tout le volume qui lui est dévolu. Trois grandeurs macroscopiques, c'est-à-dire mesurables à notre échelle, vont permettre de décrire un fluide. La température absolue, la pression et la masse volumique. Tout d'abord, la température absolue. Plus la température du système est grande, plus la vitesse moyenne des entités du gaz augmente. On peut le voir sur l'animation. J'augmente progressivement la température et on voit que la vitesse des particules augmente. Au XIXe siècle, le physicien Kelvin définit la température en termes d'agitation microscopique. Dans un objet chaud, les particules s'agitent beaucoup. Dans un objet froid, elles bougent peu, comme on l'a vu dans l'animation. L'échelle de Kelvin implique ainsi logiquement l'existence d'une température minimale où les particules cessent complètement de bouger. C'est le zéro absolu, ou 0 Kelvin, qui correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Par définition, une température plus froide que le zéro absolu est impossible. La température la plus basse atteinte en laboratoire est de 350 picokelvin. Je vous rappelle, pico c'est 10 puissance moins 12. Plus l'agitation microscopique augmente, plus la vitesse moyenne des entités du fluide augmente, plus la température du système est grande. Pour convertir une température exprimée en degrés Celsius en Kelvin, il faut juste rajouter 273,15. Par exemple, s'il fait 25 degrés Celsius, la température en Kelvin sera 25 plus 273, soit 298 Kelvin. Deuxième grandeur macroscopique, la pression. Elle se mesure en pascal et on verra que la pression est définie par cette relation dans un instant. La pression d'un fluide a pour origine les chocs des entités du fluide sur les parois. Plus les chocs sont fréquents et violents, plus la valeur de la pression du système est élevée. Dernière grandeur macroscopique qui va permettre de décrire un fluide, la masse volumique, qui peut se mesurer par exemple en kg par mètre cube. Rho égale m sur v. Plus les entités sont dispersées, et plus la valeur de la masse volumique est faible. Les entités sont plus proches dans un liquide que dans un gaz. On peut voir l'influence de quelques paramètres sur la pression d'un gaz. Par exemple la température. Si j'augmente la température, les molécules du gaz ici vont se déplacer plus vite et donc les chocs sur les parois vont être plus violents. La pression va augmenter. De même, si j'augmente le nombre de particules à l'intérieur de l'enceinte, les chocs sur les parois vont être plus fréquents et donc la pression augmente. Quand vous gonflez votre pneu de vélo, vous augmentez le nombre de molécules de gaz à l'intérieur de la chambre à air et la pression augmente. Et de même, si je réduis le volume, les chocs sur les parois vont être plus fréquents et donc la pression augmente. Comme on vient de le voir, les collisions sur une paroi des entités constituant un fluide, des molécules ou des atomes par exemple, donnent lieu à une action macroscopique modélisée par une force, qu'on appelle la force pressante. Quelles sont les caractéristiques de cette force? Si un fluide est à la pression P et qu'il est en contact avec une paroi plane d'air S, il exerce une action sur cette paroi modélisée par une force pressante. Cette force va avoir comme direction la perpendiculaire à la paroi, donc elle est orthogonale à la paroi, et elle va être orientée dans le sens du fluide vers la paroi. C'est ce que l'on voit ici sur le schéma de droite. La force pressante est perpendiculaire à la paroi et orientée donc de l'intérieur de l'enceinte où se situe le fluide vers l'extérieur. La force pressante est donnée par cette relation, F est égal à P fois S. Attention aux unités dans cette relation, la force s'exprime en newton, la pression en pascal et la surface en mètres carrés. Quelques exemples pour bien comprendre cette notion de pression.
Le Yéti, ou l'abominable homme des neiges, a inspiré de nombreux auteurs. L'hypothèse de son existence repose sur l'observation d'empreintes étranges dans les neiges de l'Himalaya au cours du XXe siècle. De quels paramètres dépend la déformation subie par la neige? Il y a tout d'abord la force que chaque personnage a exercée sur la neige, ça va dépendre de sa masse, mais aussi la surface de contact avec le sol. Plus la surface de contact va être grande, moins la déformation de la neige va être importante. Et c'est pour ça que pour marcher dans la neige, on utilise des raquettes qui permettent d'augmenter la surface de contact avec la neige pour ne pas trop s'enfoncer. La déformation traduit l'existence d'une pression P. On appelle F la force pressante, c'est-à-dire la valeur de l'intensité de la force qui s'exerce sur la surface grand S. Quelle relation est cohérente avec les observations précédentes? Alors, vous avez trouvé? En fait, il s'agit de la deuxième. P égale F sur S. Plus la force est importante, plus la pression est élevée. Plus les personnages ont un poids qui est important, plus ils vont s'enfoncer dans la neige. Et plus la surface de contact avec la neige va être petite, plus ils vont s'enfoncer, donc plus la pression est importante. Pour revenir à notre exemple de la plongée, une bouteille de plongée doit permettre la respiration du plongeur. Elle contient un mélange de plusieurs gaz, dont le dioxygène. Pour stocker ces gaz dans la bouteille en quantité suffisante, il est nécessaire de les comprimer. Et la donnée importante pour le plongeur, c'est la pression du gaz dans la bouteille qui va lui permettre de connaître combien de temps il va pouvoir rester en plongée. Pour se rendre compte de l'importance de la pression, prenons l'exemple du fakir allongé sur sa planche à clous. Le fakir étant immobile, la force pressante exercée par les clous est égale au poids du fakir. Pour que la douleur ressentie par le fakir soit moins importante, le fakir a-t-il intérêt à diminuer le nombre de clous? La pression P est donnée par la relation P égale F sur S. Donc si on veut réduire la pression, il faut augmenter la surface. Si S augmente, la pression diminue. Et ainsi, la déformation induite par les clous sur la peau du fakir va être plus faible. Donc le fakir, il a intérêt à mettre le maximum de clous sur sa planche pour que ça soit le plus confortable possible. La guêpe pique sa victime en enfonçant son aiguillon avec une force de l'ordre de 1,0 puissance moins 4 newtons. C'est vraiment une force toute petite et on peut se demander comment avec cette force si faible, la guêpe arrive à transpercer la peau. Le rayon de la pointe de l'aiguillon est de l'ordre de 0,010 micromètres, soit une surface de 3,1 puissance moins 16 mètres carrés. Calculez la pression exercée sur la peau par l'aiguillon de la guêpe. On utilise la formule de la pression, P égale F sur S, soit 1,010 puissance moins 4, divisé par 3,1 10 puissance moins 16. Le résultat de l'application numérique donne 3,2 10 puissance 11 pascal, c'est-à-dire une pression gigantesque. Même si la force est toute petite, la surface sur laquelle s'exerce cette pression est très très faible, 3,1 10 puissance moins 16 mètres carrés, ce qui va générer une pression gigantesque qui va permettre de déformer, de transpercer la peau. Voilà, je vous laisse maintenant calculer la force pressante exercée par l'air atmosphérique, qui a la pression de 1,013 10 puissance 5 pascal, sur une surface d'air S égale 1 cm². Mettez la vidéo sur pause pour pouvoir faire cette application numérique. Alors voilà le résultat. Déjà, il faut bien faire attention aux unités. Rappelez-vous, la surface dans la relation intervient en mètres carrés, et ici la surface nous est donnée en centimètres carrés, donc il va falloir faire la conversion. S est égal à 1 cm². 1 cm, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Donc on peut écrire que c'est 1,0 que multiplie 1 cm, c'est-à-dire 10 puissance moins 2 mètres. Et comme c'est des centimètres carrés, j'élève au carré. Donc ça va faire 1,0 que multiplie 10 puissance moins 4 mètres carrés. Alors on peut aussi utiliser le tableau de conversion, mais vous rappelez qu'il faut subdiviser chaque colonne en deux, puisqu'il s'agit de surface. Puis après, on utilise la formule de la pression et de la force pressante. F égale P fois S. Ce qui donne 1,013 que multiplie 10 puissance 5 fois 1,010 puissance moins 4. Et donc on va trouver 1,0 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 4. Donc 1,0 10 puissance 1 newton, c'est-à-dire donc 10 newtons. Alors c'est une force qui est importante puisque ça correspond au poids d'une masse de 1 kg sur chaque centimètre carré de notre corps.
Regardons maintenant la pression dans un liquide au repos, c'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de la statique des fluides. Quand on fait de la plongée, on se retrouve sous l'eau et la pression augmente avec la profondeur. La force pressante va être égale au poids de la colonne d'eau qui est au-dessus du plongeur. Donc plus la profondeur est grande, plus cette force pressante est grande, plus la pression augmente. Alors cette loi fondamentale de la statique des fluides, elle a pour expression, dans un liquide, la différence de pression P2-P1 entre deux points M1 et M2 de profondeur Z1 et Z2 est proportionnelle à la différence de profondeur Z1-Z2 et à la masse volumique ρ du liquide. P2-P1, c'est égal à ρ fois G, Z1-Z2. Toujours attention aux unités dans cette relation. Les pressions en pascal, la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, G est en newton par kilogramme et la profondeur en mètres. Calculer l'augmentation de pression de l'eau lorsque la profondeur augmente de 10 mètres. On donne la masse volumique de l'eau, 1000 kg par mètre cube. On peut réécrire cette relation ainsi, delta P, c'est égal à ρ fois G fois delta Z. La variation de pression, c'est ρ fois G que multiplie la variation de profondeur. Ici, delta Z, la variation de profondeur, est égale à 10 mètres. L'application numérique va donner delta P est égal à 1000 que multiplie la valeur de G, c'est-à-dire 9,81, que multiplie 10. Et on va trouver 9,81 10 puissance 4 pascal, c'est-à-dire à peu près 10 puissance 5 pascal. Ainsi, la pression augmente de 10 puissance 5 pascal tous les 10 mètres. Et 10 puissance 5 pascal, c'est à peu près la pression atmosphérique, 1 bar. Rigoureusement, 1 bar, c'est la pression atmosphérique moyenne à la surface de la Terre, c'est-à-dire 1,013, et multiplie 10 puissance 5 pascal. On peut maintenant annoter le schéma avec les pressions. À la surface de l'eau, on a la pression atmosphérique, donc 1 10 puissance 5 pascal. 10 mètres sous la surface, on vient de le voir, la pression va augmenter de 10 puissance 5 pascal, donc on va passer à 2 10 puissance 5 pascal. À 20 mètres de profondeur, à nouveau une augmentation de 10 puissance 5, donc 3 10 puissance 5 pascal. Et ainsi de suite. La pression augmente de 10 puissance 5 pascal tous les 10 mètres. La pression atmosphérique, donc on peut écrire que c'est 1 bar. Donc à 10 mètres de profondeur, on va avoir une pression de 2 bars, etc. Donc une augmentation de 1 bar tous les 10 mètres. Ainsi, en plongée, notre corps subit la pression due au poids de l'eau. On ressent principalement ce phénomène au niveau des oreilles. Dès les premiers mètres de profondeur, une gêne apparaît, comme parfois en montagne ou en avion, mais avec beaucoup plus d'intensité. Pour compenser ce phénomène, il faut pratiquer une manœuvre dite d'équilibrage des pressions ou de compensation. En simplifiant, une oreille est constituée d'une oreille externe, qui est reliée à l'extérieur par l'intermédiaire du pavillon de l'oreille, d'un tympan qui est une membrane souple, qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne, et de la trompe d'Eustache qui va relier l'oreille moyenne aux fosses nasales. En général, la trompe d'Eustache est fermée, mais elle s'ouvre naturellement toutes les 2 à 3 minutes, ou bien lorsque nous bâillons, ou encore quand nous déglutissons. Au début de la plongée, les pressions de part et d'autre du tympan sont égales à la pression atmosphérique. Lorsque la profondeur va augmenter, la pression de l'eau va augmenter, donc la pression dans l'oreille externe va augmenter. Par contre, comme la trompe d'Eustache est généralement fermée, la pression dans l'oreille moyenne va rester égale à la pression atmosphérique. Donc les pressions de part et d'autre du tympan ne vont plus être égales, ce qui va provoquer la courbure de la membrane du tympan, ce qui va provoquer une douleur, et cette courbure peut être tellement importante, la différence de pression peut être tellement grande
que le tympan peut finir par se rompre. Pour éviter cela, il faut pratiquer la manœuvre de Valsalva. Elle consiste à souffler en se bouchant les narines pour insuffler de l'air dans l'oreille moyenne et rétablir l'égalité des pressions de part et d'autre du tympan. Le même phénomène se produit avec le masque. L'air qui est contenu dans le masque est au départ à la pression atmosphérique, alors que la pression de l'eau va augmenter avec la profondeur. L'augmentation de la pression, si on ne fait rien, va provoquer le plaquage du masque contre le visage, ce qui peut provoquer des lésions. Pour éviter cela, le plongeur doit insuffler de l'air dans le masque pour rétablir l'égalité des pressions. D'autres cavités du corps contiennent de l'air, comme les sinus. Si on est enrhumé, les sinus sont bouchés, et donc à ce moment-là, il faut absolument éviter de plonger. Autre loi importante en plongée, c'est la loi de Mariotte. À température constante et pour une quantité de gaz donnée, le produit de la pression P par le volume V du gaz est constant. P fois V égale constante. Alors peu importe les unités que l'on va utiliser dans cette loi, c'est la valeur de la constante qui en sera modifiée. Un accident redoutable en plongée, la surpression pulmonaire. Les poumons d'un plongeur à 20 mètres de profondeur contiennent un volume de gaz égal à 3,3 litres. Quel serait le volume occupé par ce même gaz à la surface? On va utiliser bien sûr la loi de Mariotte pour répondre à cette question. On va commencer par se placer à 20 mètres de profondeur. La pression P1, puisque la pression augmente de 1 bar tous les 10 mètres, la pression à 20 mètres de profondeur, comme on l'a vu précédemment, sera égale à 3 bars. Le volume est de 3,3 litres, d'après l'énoncé. À la surface, la pression P2 va être égale à 1 bar, et il faut calculer le volume occupé par ce même gaz à la surface. D'après la loi de Mariotte, le produit P fois V va être égal à une constante, donc on va avoir P1 fois V1 qui va être égal à P2 fois V2. On en déduit la valeur de V2 qui va être égal à P1 fois V1 divisé par P2. P1 fois V1 donc 3 fois 3,3 divisé par P2 qui va être égal à 1 bar. Donc on trouve 9,9 litres. Le volume occupé par le gaz a été multiplié par 3, comme c'est illustré sur le schéma ci-contre, avec une autre valeur pour le volume initial. Quelle précaution doit prendre le plongeur en remontant? Le plongeur, pour contrer cette augmentation de volume occupé par l'air, doit rejeter celui-ci au fur et à mesure qu'il remonte. Le plongeur doit expirer l'air de ses poumons en remontant. Pour ne pas s'exposer à de graves lésions pulmonaires. Voilà, comme indiqué ici sur le schéma de droite, le plongeur, en remontant, ne doit surtout pas bloquer sa respiration.